Notre invité Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord et coordinateur de la France Insoumise. Oui, bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Le pass vaccinal, la contestation sociale, le convoi qui roule sur Paris, la campagne, Mélenchon ce week-end à Montpellier, autant de sujets que nous allons aborder. Alors commençons donc par ce convoi dit de la liberté. La préfecture de Paris interdit, la préfecture de police interdit le rassemblement dans Paris pour menace de troubles à l'ordre public. Quelle est votre position à vous ? Ma position est en fait assez similaire à celle que nous avions adoptée au début du mouvement des Gilets jaunes, vous savez, où les Gilets jaunes, on leur a tout fait. On les a traités d'antisémites, on a tenté de les décrédibiliser de mille manières, de regarder si le mouvement était parfait ou pas. Bon, la réalité, c'est que là, de ce que j'observe, alors j'ai pas encore vu toutes les revendications, mais je vois des gens qui veulent se mobiliser essentiellement pour deux choses, d'après ce que je perçois. Un, demander l'abrogation du pass vaccinal. Il se trouve qu'avec Jean-Luc Mélenchon, si nous y arrivons au mois d'avril, nous abrogerons le pass vaccinal, parce que nous considérons qu'il est totalement inutile aujourd'hui pour la politique de avant, santé. Vous avez vu, fin mars. Oui, bien sûr. Donc première chose, cette revendication, nous la soutenons. Ouais. Et la deuxième chose, c'est la question du pouvoir d'achat. Et vous savez, Patrick Roger, que c'est la préoccupation principale des Français, et que quand on voit l'explosion des dividendes et des super profits, il n'est pas acceptable que dans le même temps, un maximum de Français serrent la ceinture, alors que 5 personnes aujourd'hui possèdent autant que 40% de la population. Donc sur la base de ces revendications, moi je pense que ce mouvement en effet doit être soutenu. Alors après, il faut regarder dans le détail. Et même, je vais vous dire, à la rigueur, ce qu'en pensent les politiques a assez peu d'importance. Parce que comme les Gilets jaunes, ces mouvements veillent surtout à une chose, ne pas être récupérés. Donc je voudrais pas que notre parole de politique, si on dit voilà, on soutient, on est d'accord, vienne en quelque sorte. Donc vous ne serez pas aux côtés des manifestants ce week-end, quoi. Moi, je pourrais y être à titre personnel. Je pense pas que j'y serai ce week-end, mais je sais qu'il y aura des insoumis qui vont y aller. Je sais que parmi les gens qui se mobilisent, il y a des insoumis, mais je veux pas donner l'impression qu'il y aurait la volonté de quelque récupération que ce soit. Parce que, franchement, n'importe qui s'y essayerait serait de toute façon mis de côté. Faut laisser ce mouvement vivre. Par contre, j'ai envie de dire à monsieur Darmanin, un peu comme lui le disait l'autre jour sur l'antenne de BFM, parce que j'ai l'impression qu'il est assez nerveux. J'ai envie de dire, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est aussi la démocratie, la mobilisation. Et vous avez eu tort, ça va bien se passer. Mais en tout cas, il peut y avoir, on l'a vu lors des manifestations des Gilets jaunes, je ne sais pas d'où sont venus véritablement les problèmes, mais il y a eu quand même en fait des scènes de chaos dans Paris et même ailleurs, à Bordeaux, à Toulouse. Mais souvenez-vous qu'au moment des Gilets jaunes, le gouvernement a joué non seulement le pourrissement en ne répondant pas aux revendications principales, et puis deuxième chose aussi, la France a été montrée du doigt par des dizaines d'ONG pour sa mauvaise gestion du maintien de l'ordre. Enfin, Patrick Roger, on a quand même eu 32 éborgnés dans un conflit, et le gouvernement a eu tort de considérer ces dernières semaines, ces derniers mois, que parce que maintenant les Gilets jaunes étaient pour beaucoup rangés dans les boîtes à gants des voitures, la France des délaissés qui les avait portés sur les épaules pour pouvoir se mobiliser avait disparu. Non, la situation sociale est toujours une situation d'urgence sociale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon le blocage des prix des carburants ou des produits de première nécessité, l'augmentation du SMIC, des minima sociaux, il faut rappeler que la France est en situation d'urgence sociale. Et ça vient en plus se doubler de toutes les mesures liberticides dont chacun mesure aujourd'hui sur le pass vaccinal et l'efficacité. Voilà, tout à fait. Non, mais vous n'étiez pas totalement contre, en fait, le pass sanitaire et le pass vaccinal, enfin la vaccination aussi. Attendez, ne confondez pas les choses. Nous n'avons jamais été contre la vaccination. D'ailleurs, nous sommes sur la ligne de l'Organisation mondiale de la santé. Je l'ai répété plusieurs fois à ce micro. Convaincre plutôt que contraindre. En revanche, toutes les mesures liberticides, pass sanitaire, pass vaccinal, prolongées dans le temps, alors que le gouvernement lui-même, avant de l'utiliser, disait non, jamais il y aura de pass sanitaire, jamais il y aura de pass vaccinal. Tout le monde voit bien qu'aujourd'hui, c'est inefficace. Ça n'est pas la bonne solution face à l'épidémie, et c'est en quelque sorte obsolète. Donc oui, ce mouvement a des raisons d'être, et on va regarder de plus près ses revendications, mais en tout cas, pour ce que j'en perçois pour l'instant, je trouve que ces gens ont raison de se mobiliser, et je les soutiens. Et l'interdiction, alors, est-ce qu'elle est abusive, l'interdiction de rassemblement? Vous savez, le préfet l'allemand, il a tendance à interdire tous les 4 matins quelques mobilisations que ce soit. Je pense que ce gouvernement a un vrai problème avec la démocratie. Vous savez, on a entendu parfois dire la démocratie, c'est pas la rue. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que la démocratie, ce n'est pas que la rue, mais c'est aussi la rue. Et donc des mobilisations, de la contestation sociale. Donc l'interdiction est abusive? Je crois, oui. Oui.
Et puis, il faut pouvoir se mobiliser. Ce matin, j'entendais certains qui ont l'intention de participer à ces convois, qui disent notre intention première, c'est surtout de rallier la capitale pour pouvoir y manifester. Bon, bah, la manifestation, oui, mais alors c'est un droit, le droit de manifester. Des centaines, je ne sais pas combien il y aura, ou quelques milliers de voitures, de véhicules dans Paris, ça risque de provoquer en fait énormément de problèmes quand même, non? Vous, si vous étiez au pouvoir, vous les laisseriez rentrer dans le centre de Paris, aller par exemple place de la Concorde ou ailleurs? Patrick Roger, je crois que si nous étions au pouvoir, les revendications de ces gens n'auraient pas lieu d'être, puisque les minima sociaux... S'il y avait des revendications et si vous étiez au pouvoir face à cette manifestation... La mobilisation fait partie effectivement de la démocratie et des droits fondamentaux, et il faut s'en rappeler. Oui. Bon, alors en tout cas, vous êtes plutôt derrière ce mouvement, hein, c'est ce que vous dites, quoi. Et vous serez aussi derrière la mobilisation sociale qui aura lieu à la mi-mars? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, vraiment, il faut entendre ça. On a eu toutes sortes de lois d'état d'urgence, l'urgence sanitaire. Et je redis, Patrick Roger, à votre micro, que la France est dans une situation d'urgence sociale. Et qu'on ne peut pas continuer avec la foire aux dividendes qu'on a sous nos yeux. Vous avez vu comme moi qu'en pleine crise sanitaire, les profits du CAC 40 ont explosé. Alors je sais que depuis que vous faites de la radio, vous avez dû en entendre des responsables de gauche. C'est vrai que je vois par exemple que les banques françaises sont au sommet de leur forme. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que là, c'est 137 milliards de profits. Ce sont des chiffres qui sont des records. Total, par exemple, 15 milliards de résultats nets, c'est le bénéfice le plus gros jamais réalisé par une entreprise française. On a 70 milliards de dividendes. Bénéfices, mais il faut les redistribuer. C'est ce que vous voulez dire, ou investir. Non, et voilà. Et précisément, même l'investissement, Patrick Roger, vous faites bien d'en parler, ça n'est pas fait. C'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres qui viennent d'être publiés, qu'a repris à son compte Alternative Économique, on voit quoi? On voit qu'en réalité, c'est 1,5 fois de plus pour les dividendes que pour l'investissement productif. C'est tout le problème qu'on a. C'est-à-dire que le capitalisme qu'on a sous les yeux, c'est pas un capitalisme à la papa qui réinvestit pour l'avenir. Non, en quelque sorte, on a une forme de rapacité, de l'argent qui sert à faire des tas et dans des proportions en plus considérables. Encore une fois, quand je vous dis que 5 personnes aujourd'hui possèdent autant que 40% de la population française, vous voyez bien que ça dysfonctionne. Quand je vous dis aussi qu'en 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70% pendant que les salaires n'augmentaient que de 10% et que l'investissement productif reculait, c'est un problème. Donc il y a des mesures pour ça. Par exemple, taxer les profiteurs de crise. Je crois qu'à ce micro, je vous l'ai déjà dit, nous, on a fait cette proposition pour les grosses entreprises. Chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros. On propose que les super profits, le surplus de profits réalisés pendant la crise, soit taxé à 50% pour être redistribué. Bon, Adrien Quatennens, donc vous devez applaudir, puisque vous parlez d'investissement, vous devez applaudir alors les investissements lancés hier par Emmanuel Macron sur la filière nucléaire pour que la France garde une certaine indépendance. Vous déployez toujours beaucoup d'efforts pour me faire applaudir le président de la République. Non, mais attendez, moi je pose des questions. Hein. Mais voilà, vous posez des questions. Alors bon, il s'agit bien d'investir, mais il faut voir dans quoi on investit. Ce qu'a fait le président de la République hier, d'ailleurs en parlant d'un choix de la nation, alors que ni vous ni moi n'avons à nous prononcer sur ce choix. Moi je pense que les choix énergétiques, qui nous engagent pour des générations, doivent aussi être des choix démocratiques. Et c'est pourquoi ce sujet-là doit être au cœur du débat de l'élection présidentielle, puisque l'élection est maintenant dans 2 mois. Non, Emmanuel Macron, ce qu'il a fait hier, c'est en quelque sorte laisser la France s'enfoncer pour des générations dans un modèle qui, de mon point de vue, de notre point de vue, est obsolète, celui du tout nucléaire. Voilà la grosse difficulté que nous avons. Vous savez, la question, elle n'est pas... C'est pas ce que disent tous les spécialistes. Ils disent écoutez, en tout cas, ça permet d'aller vers une transition et puis en attendant de trouver de meilleures solutions. Patrick Roger, hier, M. Macron... Quelles autres solutions vous avez? Je vais vous répondre. Le renouvelable, on sait que ça peut marcher, mais en partie, quoi. Non, écoutez-moi. M. Macron, hier, a reporté le calendrier de tous ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Il a reporté le calendrier en passant de 2035 à 2050. Mais surtout, il a annoncé la construction d'EPR, alors que vous savez comme moi qu'il n'y en a toujours pas un seul qui fonctionne. Le fiasco de Flamanville, c'est on passe de 3 milliards à 19 milliards avec des retards considérables. C'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon disait hier soir que c'est Numéro Bis, l'architecte d'Astérix, qui est en train de construire les EPR. Non, trêve de plaisanterie, le modèle du tout nucléaire a vécu. Il ne s'agit pas d'en faire grief à ceux qui ont fait ce choix par le passé, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où notre parc nucléaire arrive à obsolescence. Donc il n'y a même pas d'idéologie à faire. C'est un choix qui nous engage pour des générations. Nous, ce que nous croyons, c'est en ces scénarios qui existent, Patrick Roger, ce sont des choix politiques. Par exemple, le scénario Négawatt explique comment on peut se passer du nucléaire, pas demain matin, mais en 2050, à condition de le planifier. Ça passe pas
le fait de mettre le paquet dans les énergies renouvelables. Oui. C'est ce que nous voulons faire avec la planification écologique. Et vous allez me dire, il y a le solaire, l'éolien, l'hydraulique, ce qu'on connaît déjà, mais il y a tout ce que nous ne faisons pas et nous n'exploitons pas encore. Par exemple, quand Jean-Luc Mélenchon parle de l'économie de la mer, du fait que les mouvements naturels des océans et de la mer regorgent de l'énergie dont on a besoin, il y a des choses à faire. Et aussi la sobriété. Parce que Patrick Roger, il n'a pas été assez question hier dans le discours d'Emmanuel Macron, par exemple, de ce qu'on faisait des déchets nucléaires. Vous savez que non seulement l'énergie nucléaire aujourd'hui, c'est plusieurs centrales qu'on doit fermer pour des raisons de maintenance parce que le parc est vieillissant, mais vous savez comme moi que d'ici à 2030, on arrive à saturation dans notre capacité à stocker des déchets. Or, les déchets nucléaires, c'est pas 3, 4, 5 ans la durée d'un quinquennat. C'est des centaines de milliers d'années. Donc, c'est un choix politique qui pose problème. Et moi, j'espère qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, on pourra en effet le traiter. Et pour ce qui est de Jean-Luc Mélenchon, c'est objectif 100% énergie renouvelable d'ici à 2050. On est dans les débats. Et juste un mot, Patrick Roger. Une chose qui n'a pas été dite non plus, c'est que pour faire ça, on a besoin de reconstituer un grand pôle public de l'énergie. Parce que le fiasco du marché imposé par la Commission européenne, d'EDF. Mais évidemment, il nous faut reconstituer un grand pôle public parce que depuis qu'on a ouvert le marché, c'est le chaos. Et même pour l'usager, on nous avait dit ça va baisser les prix. Vous avez vu comment les prix ont augmenté. Et l'État met à genoux EDF en imposant à cette entreprise de mettre à disposition de ses concurrents sa propre production. C'est absurde. Est-ce que ce discours et ces arguments de Jean-Luc Mélenchon vont lui permettre de décoller dans les sondages? Parce qu'il est toujours à 10%. Il sera en meeting ce week-end, par exemple, à Montpellier. Alors, vous pouvez dire qu'on est entre 10 et 13% selon les sondages. Il y a même un sondage qui nous donne à 2 points du second tour. Non, ce qu'on a sous les yeux, c'est un tableau à gauche. Maintenant, on peut le dire, s'il vous plaît. Peut-être vous pourriez le dire avec nous. Très clairement, ce pôle populaire que nous constituons, il se détache de tout le reste. Jean-Luc Mélenchon, il est au double, voire le triple de ses concurrents à gauche dans les sondages. Donc maintenant, on est au mois de février, à 60 jours de l'élection. Il est temps pour celles et ceux qui aspirent à un véritable changement, en finir avec le quinquennat de M. Macron pour partager des richesses, relancer l'emploi, faire la bifurcation écologique, de se poser la question de l'efficacité de leur vote. Le vote Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote qui nous permet d'aller nous qualifier au second tour. Donc vous espérez que vous allez décoller dans les intentions de vote là, à partir de maintenant. Vous avez comme moi la mémoire de l'élection précédente de 2017 où nous étions à 10% dans les sondages au mois de février et où on passe en 4 semaines de mars à avril de 10 à 19. Cet effet-là peut se reproduire à la condition que les masses populaires se mobilisent. Je dis à celles et ceux qui, à l'heure où on se parle, hésitent à aller voter. Vous allez chercher qui alors? Des abstentionnistes, des électeurs potentiels de Yannick Jadot, de Christiane Taubira, d'Hidalgo notamment? Il y a 2 choses. Je crois que pour les électeurs mobilisés qui sont à gauche et qui hésitent, il va y avoir la notion d'efficacité du vote. C'est-à-dire on n'a pas envie d'en reprendre pour 5 ans, ni de préparer le coup d'après. On n'a pas le temps. Première chose. La deuxième, c'est que je crois qu'à mesure que l'élection va s'approcher, la participation à l'élection va augmenter. Et nous, on essaye avec nos moyens, et je salue tous les militants qui le font, dans les caravanes populaires dans les quartiers, de faire en sorte de dire aux gens, vous avez peut-être 1000 raisons d'être dégoûtés, de vous tenir à l'écart, parce que vous avez l'impression que les alternances politiques n'ont rien changé de quotidien, mais si vous n'allez pas voter, vous faites un cadeau à M. Macron. Fabien Roussel, il vous pique des voix quand même. Hein. Je ne crois pas pour l'instant. Il est à 3,5, 3%. Regardez les sondages. Pour l'instant, en réalité, il ne nous pique rien. Et moi, je suis plutôt content de voir que les sujets dont il parle, en quelque sorte, participent d'une hégémonie dans le débat. Parce que sinon, on parle de quoi? Des prénoms et de toutes les obsessions de M. Zemmour? Non, par contre, je dis une chose qui est claire, c'est qu'il y a des dispersions qui pourraient être évitées. Fabien Roussel, les communistes étaient avec nous en 2017, en 2012, et aujourd'hui, très concrètement, et je m'adresse à lui depuis votre micro, quand vous regardez les sondages aujourd'hui, moi je me souviens que Fabien Roussel, en novembre 2020, j'ai une discussion avec lui, il me dit je me réinterrogerai si toutefois il y avait une possibilité de se qualifier au second tour. Je lui ai dit Fabien, aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, quand vous avez Jean-Luc à 10-13% et Fabien Roussel autour de 3-4, et quand on sait que les 2 électorats s'additionnent très bien, oui, la question qui se pose à l'heure où je vous parle, c'est celle de notre qualification au second tour. Donc ça mérite qu'on y réfléchisse encore. Et les parrainages? La banque lancée par François Bayrou, c'est une bonne idée? Bon, d'abord, d'obtenir. Merci votre bon maître, mais François Bayrou et les élus du MoDem, quand Jean-Luc Mélenchon a proposé, quand nous avons proposé les 150 000 parrainages citoyens, les élus MoDem n'ont pas voté avec nous. Donc aujourd'hui, tout le monde voit la difficulté. On a fait la moitié du chemin là. Vous en êtes à combien? Au dernier décompte d'hier, c'est 274 au Conseil constitutionnel. Bon, on avait passé les 450 promesses, mais le travail n'est pas terminé et ça n'est pas une mince affaire. Et je rappelle depuis votre micro que les maires qui
parraine un candidat, ça ne veut pas signifier un soutien politique. Donc on a besoin pour la démocratie que des maires parrainent en effet des candidats et de leur rappeler que jamais leur parrainage ne sera entrepris comme un soutien politique. Il y aura donc 2 grands meetings, notamment ce week-end, celui de Valérie Pécresse à Paris et celui de Jean-Luc Mélenchon. Alors, je crois qu'il y aura un seul grand meeting et il faut que tout le monde le regarde parce qu'il y aura des chaînes qui diffuseront en direct, mais j'appelle toutes celles et ceux qui le pourraient à être en effet à 14h dimanche à Montpellier. Je crois que ce meeting va être en effet un franchissement de seuil dans la campagne. Vous êtes bon pour les promos, c'est pour vrai les teasings. Merci. Vous irez aussi chauffer la salle. Merci Adrien Quatennens, merci de m'avoir invité. De la France Insoumise qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci, allez à suivre la revue de presse et hashtag on en parle avec Benjamin Glès.